Radio J, l'émotion de Jérôme Gaulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Paul Taylor. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez et on va le voir, il y a un petit peu question d'alcool. Alors on commence en musique avec l'une de vos chansons préférées. Il s'agit de, je n'invente rien, il s'agit de I Drink Wine, de la chanteuse Adele. Alors ce n'est pas avec ça que vous allez casser les clichés sur les Britanniques, mon cher Paul Taylor. Alors I Drink Wine, c'est Je bois du vin en français, tout le monde l'aura compris. Une chanson sortie en 2021 sur l'album 30 d'Adele. Je vois que Cyrielle se moque de mon fabuleux accent anglais. Alors l'album 30, un album qu'on pourrait appeler un disque de rupture. Les chansons sont en effet directement inspirées du divorce de la chanteuse avec le père de son fils. Et Adele avait besoin de se livrer, comme elle l'a déclaré elle-même. Cet album était très thérapeutique pour moi. C'était une sorte de saut dans l'inconnu avec un espoir d'atterrir à la fin. Alors concernant la chanson I Drink Wine, qui figure donc dans votre playlist, Paul Taylor, il s'agit d'une lettre d'Adele écrite à elle-même. Une lettre dans laquelle la chanteuse se livre à une introspection, puisque cette chanson très personnelle aborde la relation toxique que Adele a entretenue avec l'alcool et à laquelle elle a mis un terme définitif après son divorce. Pour rappel, le père d'Adele est décédé suite à son alcoolisme. Il en effet succombé à un cancer de l'intestin provoqué par sa trop grande consommation. Alors la chanteuse s'est rendue compte en faisant sa propre introspection dans cet album qu'elle était peut-être en train de suivre inconsciemment le même chemin que son papa, que son addiction actuelle. Elle a donc décidé d'arrêter l'alcool, comme vous, et elle l'a confié dans sa chanson, une chanson donc particulièrement émouvante et qui fait office de thérapie pour Adele. Et on poursuit avec une autre chanteuse qui a connu de gros problèmes d'alcool. Oui, alors c'est pas volontaire, mais c'est votre playlist. En plus, c'était pas volontaire. Donc je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans votre playlist, donc figure la chanson Back to Black d'Amy Winehouse, dont on a déjà parlé dans cette émission. Alors le mot wine ne semble plus vous quitter. Amy Winehouse, une artiste disparue en 2011 à 27 ans, victime d'une surdose d'alcool. Son autopsie en effet révélé qu'elle avait 4,16 grammes par litre de sang. Même Gérard Depardieu n'atteint pas ce score-là. Alors plus sérieusement, on embrasse Gérard Depardieu. Alors plus sérieusement, un peu comme Adele, Amy Winehouse luttait depuis plusieurs années contre sa dépendance à l'alcool, sans même parler des drogues. Alors ce qu'il y a de dramatique dans cette histoire, c'est que comme Adele, Amy Winehouse avait pris conscience de son problème et pris des mesures pour lutter contre ses addictions. Quelques jours avant sa mort, elle sortait tout juste d'une période de sevrage d'alcool de 3 semaines. Oui, mais voilà, la chanteuse n'a pas eu la force de résister à ses pulsions et alors qu'elle avait réussi à rester sobre pendant près d'un mois, elle s'est totalement lâchée. Alors, ironie de l'histoire, c'est assez incroyable. C'est d'une certaine façon sa cure de sevrage qui a été fatale à la chanteuse. Je m'explique. C'est en effet la reprise d'une forte consommation d'alcool qui faisait suite à une période d'abstinence. Eh bien, cette reprise, son corps ne l'a pas supporté. C'est un peu comme si vous passez un plat en verre tout juste sorti du four sous un jet d'eau froide. Ça a des conséquences terribles, il se casse. Eh bien, pour Amy Winehouse, si je veux simplifier, c'est exactement ce qui s'est passé avec son corps, en fait. C'était cette espèce de transition. Et quand on connaît cette fin tragique, eh bien, ça ne fait que renforcer des messages comme celui d'Adele. Toute tête, toute parole et toute thérapie sont bonnes à prendre et à entendre quand on souffre d'addiction, un sujet que vous avez abordé hier dans cette émission. Lundi, je crois, avec Rose. C'était Rose. C'était avec Rose. C'était lundi. Et on recommande d'ailleurs chaudement le podcast de Rose qui s'appelle Contre-addiction. Pour parler de ça, on poursuit avec un peu plus de légèreté et une autre chanson que vous adorez, Paul Taylor. Et elle nous vient tout droit d'Angleterre. Oui, alors on ne parle plus d'alcool, on ne parle plus de vin, on parle de Song 2, Song 2, du groupe de rock britannique Blur. C'est une chanson sortie en 97 qui fait l'une de vos préférées et elle a fait un véritable carton dans le monde entier. Alors si ce titre a fait un carton, il a une histoire totalement incroyable, vraiment incroyable, puisque figurez-vous qu'à l'origine, cette chanson, c'était une blague, mais vraiment dans le premier sens du terme. Je m'explique, nous sommes en 96 ou 97 et le chanteur du groupe, Damon Albarn, vous avez vu, je fais un effort sur les accents, veut faire une blague à son label, donc Parlophone. Il enregistre une démo acoustique de la chanson avec son guitariste en criant le fameux hou-hou qui siffle et en demandant à son guitariste de jouer délibérément un son de guitare qui fasse amateur. Le groupe se rend donc dans les bureaux du label et leur fait écouter donc aux gens du label leur création qui sonne pour eux comme une blague parce qu'ils se disent voilà, on leur fait une blague, ils vont nous dire que c'est pourri et jamais ils voudront enregistrer cette chanson. Sauf que la réaction du label, elle n'est pas du tout celle attendue par le groupe. En effet, la boîte de prod tombe sous le charme du titre, même s'il a évidemment besoin de quelques retouches. Et la chose incroyable, le label, impressionné, demande à Blur comment le groupe a eu l'idée de faire une chanson qui potentiellement pouvait avoir un attrait commercial gigantesque.
Eh bien, l'idée, c'était à la base tout simplement une blague, ce que les membres de Blur n'ont pas tout de suite révélé à leur boîte de prod, ils l'ont révélé quelques années plus tard. Après tout, comme le disait Michel Blanc dans Les Bronzés, sur un malentendu, ça peut marcher. En effet, on termine votre voyage dans votre univers culturel avec de la littérature, Paul, et vous représentez bien votre pays, puisque le dernier livre qui vous a marqué, c'est le livre du prince Harry. Oui, alors le prince Harry, qui s'est totalement lâché dans son livre, qui s'appelle Le Suppléant, un livre dans lequel il révèle de nombreuses anecdotes sur les coulisses de sa vie au sein de la famille royale. Alors on apprend ainsi que son père, le roi Charles, le Charles III, l'appelle toujours, depuis tout petit, « mon cher enfant », et il ne prononce jamais le prénom Harry, puisque Charles III déteste, le ancien prince Charles déteste le prénom Harry. Il n'a donc jamais appelé son fils Harry. Il lui dit « mon cher enfant ». Harry révèle également que ses parents, donc Charles et la princesse Diana, mais aussi sa grand-mère, le surnomment depuis tout le temps le suppléant, d'où vient donc le titre du livre. Le suppléant, une référence directe au fait qu'il n'était que le second et a donc été considéré comme une sorte de remplaçant. Forcément, pour un enfant, c'est quelque chose qui peut être extrêmement traumatisant. Alors, je ne vais pas résumer tout le livre, mais on se rend compte également que sa mère Diana est omniprésente dans l'esprit de Harry depuis sa disparition. On apprend notamment que la sœur de Diana a donné à Harry une mèche de cheveux de sa mère juste avant son enterrement. On apprend aussi que Harry a mis très longtemps à faire le deuil de sa maman. Après avoir vu des photos de l'accident au pont de l'Alma, il était même persuadé que Lady Diana n'avait pas péri dans le crash, tant les photos la montraient le visage presque normal, les photos parues dans certains tabloïds. Alors Harry confie même que le fait de ne pas avoir vu sa mère dans le cercueil lui a longtemps fait penser qu'elle n'était pas morte, en l'absence de preuves visuelles. Et c'est d'ailleurs précisément pour cette raison que quand la reine d'Angleterre est morte, le 8 septembre dernier, Harry s'est recueilli toute seule devant son cercueil, chose qu'il n'avait pas pu faire avec sa mère et qu'il a donc eu besoin de réaliser pour sa grand-mère afin de ne pas revivre le même traumatisme et ne pas faire ressurgir les fantômes du passé. Observation, Paul Taylor. Est-ce que vous avez lu ce livre ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, pas du tout. Je l'ai pas encore lu, mais c'est dans ma liste parce que en fait, je suis pas. Je vous ai spoilé des choses. Alors. Ouais, mais en vrai, ça a déjà été spoilé par les tabloïds anglais. Mais comme je suis pas un grand lecteur, mais je suis un grand lecteur d'autobiographie ou de biographie de gens, et je trouve ça assez intéressant de voir un peu l'envers du médaille, l'envers du décor, le revers du médaille. Je sais pas. Ouais. Anyway, le revers de la médaille. Ouais, c'est ça. De ce que c'est en fait d'être sous la lumière comme ça, et puis comme ça fait tellement partie de moi, ma génération, parce qu'on a presque le même âge. En fait, en grandissant, en fait, c'est pas qu'on se voit dans lui et William, mais il y a une partie d'eux qui, forcément, en grandissant en Angleterre, ça fait partie de la culture et qui tu es toi en tant que personne. Puis c'est votre génération. Vous nous disiez il y a quelques instants que vous aimiez les biographies, autobiographies. C'est l'occasion de faire la vôtre, Paul Taylor. Okay. J'ai envie de vous faire écrire, vous l'avez constaté. Ouais, mais je suis pas encore, j'ai l'impression, j'y ai pensé, je sais que peut-être dans 20-30 ans, il y aura des trucs intéressants à raconter, mais là pour l'instant... pas pour l'instant. Vous ferez la traduction. Ouais. Avec plaisir. D'ici là, peut-être que je me serai améliorée, et vous aussi, Jérôme Boulon. Merci beaucoup, Jérôme. Vous en sortez très bien, arrêtez de vous dénigrer. Tout de suite, c'est le coup de fourchette de Mickaël Koskas qui vous mijote sur Radio J.